Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On a découvert Lucie et on est fan. C'est 2 check-up complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendu enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life. Choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutri&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast. Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir JB Morin, qu'on avait déjà reçu dans notre podcast. Aujourd'hui, on va parler de trail, de renforcement, justement la partie que les coureurs des fois délaissent. Quel type de renforcement faire? Est-ce qu'il va falloir travailler l'endurance de force, la force max? On va justement débattre de tout ça avec un expert du sujet, accompagné toujours de la team 1000% avec le Pierrot et Vincent. Ça va les gars? Au Tous. top, On laisse JB se présenter pour les bien sûr. auditeurs. Encore un grand merci JB d'être là et on te laisse tranquillement le temps de te présenter. Salut, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je m'appelle Jean-Benoît Morin, je suis professeur en STAPS. Je suis spécialisé en biomécanique et en préparation physique et performance. Mon job principal, c'est ça, c'est de faire de la recherche sur le sport, du sprint à l'ultra-endurance, on va dire. Et puis j'ai un travail à côté de consultant ou de conseiller scientifique, voire même maintenant de coaching ou d'accompagnateur de certains athlètes, qui ajoute de l'expérience de terrain à tous les aspects théoriques qu'on produit ou qu'on lit. Et là, en plus, vous avez créé une formation trail. Vous êtes particulièrement renseigné sur ce sujet-là. Ouais, on a créé avec Guillaume Millet, que les auditeurs connaissent probablement s'ils s'intéressent au trail, qui est mon voisin de bureau à Saint-Étienne. On a créé un certificat universitaire de trail. Alors, en fait, on intervient dans le diplôme universitaire de trail de Besançon, qui est un diplôme d'une extrêmement grande qualité. Et puis, on s'était dit que ce diplôme, il était très poussé et très, très orienté sur la théorie et que peut-être qu'il manquait quelque chose de plus pratique et de plus débutant pour découvrir le trail. Donc, on a monté cette formation qui est essentiellement basée sur la pratique à Saint-Étienne. Ben, on va justement se servir de tes connaissances pour nos auditeurs et leur donner justement des indications sur l'entraînement en trail. Donc c'est vrai qu'on l'a dit, hein, les coureurs, des fois, on délaisse un petit peu tout ça. Les trailers, ils aiment bien être à l'extérieur et pas forcément à la salle de sport. Donc quel intérêt déjà on pourrait pour leur donner envie d'aller à la salle, quel est l'intérêt de faire du renforcement musculaire? Et ma deuxième question, ça serait quel type de renforcement musculaire plutôt leur conseiller? Alors déjà, je pense que je vais faire quelque chose d'un peu paradoxal. Je vais essayer d'expliquer que c'est pas obligatoire. Mais si on veut faire du trail correctement et beaucoup, parce qu'on aime ça, ça va être indispensable. Pour 2 raisons. La première, on en parlera, c'est d'être plus solide pour sa propre pratique. Et puis la deuxième, c'est d'être plus performant. Et j'ai envie de dire, on peut faire du trail et bien s'amuser sans jamais faire de renforcement musculaire. Mais à un moment donné, ça va poser problème parce que le trail, c'est une activité qui est extrêmement intense en termes de production de force, qui peut être traumatisante en termes de navigation dans les rochers, dans les surfaces difficiles. Et c'est une pratique qui demande de la force. C'est tout le paradoxe, c'est que oui, c'est de l'endurance, c'est des efforts de longue durée, de basse intensité cardiovasculaire, mais localement et en termes musculaires, c'est des efforts de très haute intensité. Et justement, le renforcement musculaire, il va nous permettre quoi concrètement? De travailler notre économie de course. Tu as dit d'être plus fort aussi. Il y a un côté prévention des blessures. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit récap de tous les avantages qu'on pourrait avoir à faire du renforcement musculaire? Ouais, alors je ne sais pas si tu fais exprès, mais j'aime bien le fait que tu utilises le terme renforcement musculaire et pas le terme musculation, parce que c'est tout bête, hein, c'est les mots, hein, mais quand tu dis musculation aux gens, ils voient des gros biceps entre guillemets qui servent à rien, une salle de muscu gênante pour eux éventuellement. Alors que quand tu dis renforcement musculaire, tu dis on va essayer de rendre votre corps plus fort pour faire face aux demandes de la pratique que vous aimez bien. Et donc le renforcement musculaire en trail, pour moi, il sert à 3 choses. Il n'y a pas forcément d'évidence scientifique lourde pour tout.
La première, c'est, comme tu l'as dit, la prévention des blessures. Alors, par exemple, il n'y a pas d'études claires sur le lien force musculaire, prévention des blessures en trail. Il y en a dans beaucoup d'autres disciplines sportives. Et par exemple, on sait que quand les jeunes athlètes sont à des niveaux de force plus élevés, ils ont globalement moins de risques de blessures. Donc, je vois pas pourquoi ce ne serait pas applicable au trail. C'est juste que la discipline est trop récente dans la recherche pour qu'il y ait ça. Mais absence de preuve n'est pas preuve d'absence, comme on sait. La deuxième, c'est que ça va nous permettre effectivement d'avoir éventuellement un meilleur rendement, une meilleure économie de course. Alors ça s'applique quand même beaucoup plus à la course de middle distance, de demi-fond ou à la course sur le plat. Et là, par contre, les études sont très claires. Il y a un consensus dans la littérature assez clair sur l'entraînement et le renforcement musculaire aident à avoir un bon coût énergétique. Mais il y a un débat en trail sur le coût énergétique qui est de dire, vu aux vitesses où ça se passe et vu d'autres pierres beaucoup plus importantes à la performance, est-ce que ça vaut le coup d'améliorer son coût énergétique? Si par exemple ta stratégie nutritionnelle est pas bonne et que tu vomis et que tu as la diarrhée, ton coût énergétique, c'était pas là-dessus qu'il fallait travailler. Mais pourquoi pas? Et la troisième chose pour moi, c'est que c'est une chose toute simple, c'est quel niveau de force vous avez par rapport au niveau de force qu'exige votre discipline. Pour donner un exemple tout simple, une descente assez rapide dans une pente à 20%, ça exige un niveau de force dans les extenseurs du membre inférieur qui est extrêmement élevé. Est-ce que mon corps est très proche de son 100% quand je fais ça, ou est-ce que j'ai de la marge? En fait, j'aime bien ce terme de marge, c'est-à-dire de marge fonctionnelle. Si je suis très proche de ma marge fonctionnelle, cette descente-là n'est pas la même que si je suis très loin de cette marge fonctionnelle. Donc voilà pour moi les trois grands chapitres de pourquoi se renforcer pour faire du trail. Et cette marge, excuse-moi Pierrot, désolé, je te laisse la parole après. Est-ce que cette marge-là, on sait que l'endurance, justement l'endurance musculaire en trail et surtout en ultra trail, elle est essentielle. Est-ce que la musculation permet justement de travailler cette endurance musculaire-là, ou l'endurance musculaire, c'est plus le fait de pratiquer en spécifique la discipline, donc faire des montées, du D+, des randonnées et de la course à pied en montagne? Alors pour Ouais. moi, il y a les deux. C'est-à-dire que en fait, pratiquer la discipline prépare d'une certaine manière pour la discipline. C'est sûr, c'est ce qu'on appelle l'hyperspécificité. Mais si ça, c'était une loi générale, il n'y aurait pas besoin de salle de musculation, il suffirait de faire sa discipline pour se préparer. Or, tu t'aperçois que si tu veux pousser cette marge, à un moment donné, il faut que tu emmènes ton corps, ton système, ton muscle, ton tendon, etc., dans des niveaux plus élevés que ce que ta discipline requiert. Sinon, tu vas toujours être borderline et donc ta marge va être relativement faible. C'est une loi physiologique de base. Pour développer une capacité, il faut stimuler au-delà du niveau de la capacité que tu as envie de développer. Donc, à un moment donné, je pense qu'il est incontournable de passer par des situations où tu vas au-delà de ce que le trail sollicite. Pour prendre l'exemple, ça serait un peu comme, le travail de VO2 max en ultra trail où on peut se dire que il y a pas forcément de sens, mais ça permet d'avoir ce réservoir-là qui derrière te permettra d'être un peu plus économe. Exactement. Est-ce que quand tu cours à 10 km/h dans une petite pente en montée, tu es à 75-80% de ton VO2 max ou est-ce que tu es à 60%? Et si tu es à 75%, tu es déjà dans des zones physiologiques où ça va avoir un impact énorme. Si tu es à 60%, tu es peinard, tu as une marge, tu as cette fameuse réserve et tu vas utiliser cette réserve ou pas. Et comment tu définis les besoins d'un trailer? Tu vois, sur le jet sportif, il y a beaucoup de variations de vitesse, de force, même de gestuelle, tu vois, de biomécanique. Quels sont pour toi les besoins, le top 3 ou le top 5 des besoins d'un trailer? Tu veux dire en termes de groupe musculaire ou en termes Ouais, de de... qualité, Ouais. neuromusculaire, comment tu vois tout ça? Pour moi, si je te définis un top 3, alors par rapport à l'analyse de l'activité, hein, en gros, par rapport à ce qui se passe en trail, tu as d'énormes besoins sur les groupes musculaires qui assurent la flexion plantaire, c'est-à-dire le triceps notamment, le mollet, le solaire. Tu as d'énormes besoins sur, entre guillemets, les amortisseurs et les propulseurs que sont les quadriceps, donc les extenseurs du genou. Et pour moi, tu as d'énormes besoins sur la chaîne postérieure, c'est-à-dire fessier et ischio-jambier, donc les muscles du fessier et les muscles de l'arrière de la cuisse. Parce qu'en fait, ces muscles-là jouent un double rôle. Ils jouent un rôle de propulsion, donc dans les phases où ils font monter, escalader des escaliers, etc. Et ils ont un énorme rôle d'amortissement et de freinage. Et il y a un étage qu'on oublie totalement, et c'est une énorme erreur, c'est que tu as besoin d'énormément de force dans le tronc.
c'est-à-dire dans le bassin, les lombaires, etc. Parce que ton tronc et ta tête, c'est un étage qui n'est pas propulseur, c'est pas moteur par rapport aux jambes, mais c'est un étage qui est déjà une énorme masse et qui va devoir sans arrêt être stabilisé parce que si ton tronc et ton bassin se baladent dans tous les sens, ils génèrent des besoins de contraction musculaire qui, à terme, seront fatigants et Il dépenseront de l'énergie. il peut y avoir des fuites de force un peu au niveau du corps. C'est un peu ça, c'est des fuites d'énergie. Moi, j'aime bien appeler ça des contractions parasites, c'est-à-dire il y a les contractions musculaires dont tu as besoin pour te déplacer, et il y a des contractions musculaires parasites qui viennent en gros, c'est comme si tu avais une voiture avec un frein un peu serré en permanence. Ça te fait consommer de l'énergie alors que c'est pas propulseur. On parlera justement de ces spécificités-là de l'entraînement à la fin de l'épisode ou dans un autre épisode. On va voir si on coupe en deux ou pas celui-là. Et pour revenir vraiment à ce travail de force, qu'est-ce que tu nous conseillerais, JB? Est-ce que tu conseilles, parce que c'est vrai qu'on a cette image de faire du trail ou de l'ultra, c'est essayer de reproduire des efforts dans le temps. Donc ça fait penser un peu à l'endurance de force. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs de faire plutôt de l'endurance de force, plutôt un travail au contraire de force maximale? Comment se situe ou est-ce qu'il faut faire les deux? Est-ce qu'il y a, ou du moins nous vulgariser un peu ça pour permettre aux gens d'introduire ça dans leur séance? Ouais, alors avant d'introduire ça, je pense qu'il faut définir ce concept de force à travers deux choses. La force qu'on peut produire par rapport au temps et la force qu'on peut produire par rapport à la vitesse d'exercice. Tu vas de la force maximale, c'est-à-dire la force maximale, c'est ce que tu vas produire au plus haut niveau de ton intention dans un geste, par exemple prenez le squat ou n'importe quoi. Ça, c'est une force qui est très courte dans le temps, puisque tu vas le produire qu'une fois, ou deux fois, ou trois fois. Très lent, par définition, parce que si le geste va trop vite, c'est que tu n'es pas à ton niveau de force maximale. Et puis ce spectre-là, il descend jusqu'à la force endurance, c'est-à-dire un niveau de force beaucoup plus bas, que tu vas produire sur beaucoup plus longtemps. Ça, c'est important parce que tout ce qu'on va faire dans le renforcement va naviguer quelque part dans ce spectre. Alors, cette question-là, on l'a souvent. Moi, j'y réponds de façon très simple en demandant un bémol, c'est combien de temps vous avez pour vous entraîner? Parce que on ne peut pas aborder cette discussion-là sereinement, parce que dans l'idéal, si on est pro et qu'on s'entraîne tous les jours entre 4 et 6 heures, on peut faire les deux, de la force max, de l'endurance de force, mais 99% des gens qui vont écouter le podcast et qui font du trail n'ont pas ce loisir-là. Donc moi, ma recommandation pour les gens qui font du trail plusieurs fois par semaine et qui veulent ajouter du renforcement musculaire, c'est peut-être d'aller se focaliser vers des niveaux de force élevés, des temps courts, et non pas d'éviter, mais de faire relativement peu souvent de l'endurance de force. Ou alors, l'endurance de force, c'est-à-dire des séances où on fait un grand nombre de répétitions et on va très loin dans le temps, on considérera qu'on les remplacera par des séances de trail ou qu'elles remplaceront des séances de trail. Mais si on fait les deux, c'est-à-dire on maintient des séances de trail comme habituellement et on ajoute des séances d'endurance de force, je pense qu'on risque de courir la catastrophe. Et on risque de dire, je me suis blessé en faisant des séances d'endurance de force, ce qui prouve bien que fallait pas que j'en fasse, etc., etc. Tu vois l'idée? Et Bien sûr. pourquoi ce choix? C'est un gain de temps, mais c'est aussi parce que la spécificité de la course, c'est déjà de l'endurance de force? Exactement, en partie. En fait, pour faire simple, si tu as dans ta semaine, allez, 6 heures d'entraînement disponibles, ok? Si dans ces 6 heures-là, tu enlèves une heure de trail pour mettre une heure d'endurance de force, pour moi, en termes de stimulus physiologique, tu fais à peu près la même chose si cette heure de trail, c'est des gros dénivelés, de l'impact en descente, etc. Donc, c'est pas que ça sert à rien, mais il faut le penser comme ça. En revanche, la force maximale ou les très hauts niveaux de force, ça, c'est un peu irremplaçable. Et donc, je pense, comme tu le dis, que le trail, c'est déjà en soi un bel exercice d'endurance de force. Ceci étant dit, si tu t'aperçois que tu as un manque là-dessus, par exemple, tu peux pas faire plus de 1000 mètres de dénivelé sans avoir des grosses courbes, des grosses crampes, etc. Et tu sens qu'il y a ce manque de force, là, oui, il va falloir mettre des séances spécifiques. Tu n'aurais pas un intérêt à finir des séances de course qui sont, par exemple, faciles avec du travail d'endurance de force? Que je finisse ma séance de course de 30 minutes, cool, par des séries de fentes que je peux faire en extérieur ou des séries de squats où je pourrais aller à l'échec, mais je suis en poids de corps, par Ouais, exemple. je trouve ça très pertinent. C'est de l'entraînement mixé. Moi, j'adore ça.
j'aime pas le concept de, encore une fois, chez les gens qui s'entraînent pas au niveau pro, j'aime pas ce concept de monothématique sur des séances. Je trouve que c'est une perte de temps. Donc, comme tu le dis, si jamais tu as une demi-heure trois quarts d'heure de footing, bah, tu vas faire une demi-heure et ton dernier quart d'heure, ce sera des fentes répétées ou c'est pertinent. Simplement, il faut absolument penser dans ta gestion globale de ton entraînement que une demi-heure plus un quart d'heure de fente, musculairement, c'est pas comme trois quarts d'heure de footing. Ouais, il faut vraiment, tu sais, c'est un peu une boîte où tu rajoutes des choses et t'en enlèves pour pas que ça déborde. Voilà, il faut absolument le penser comme ça. Mais je trouve ça pertinent. Et tu le mettrais avant ou après le renfort? Et en fonction des modalités, ou peut-être qu'on le verra plus tard, mais en fonction des modalités, qu'espérer d'une modalité ou l'autre? C'est-à-dire l'endurance de force. Oui, par exemple, de faire, tu vois, je fais 5 séries de fentes Hmm, pour faire de la pré-fatigue avant ma sortie de course, hmm. ou je le fais après ma sortie de course. Eh ben, moi, je vais faire les deux. Je vais essayer de distribuer ça de façon équilibrée parce que, en fait, j'ai autant de raisons de justifier le premier ordre que le deuxième ordre. Soit parce que je veux être sur de la fraîcheur, puis après être capable de bien courir sur un état de fatigue musculaire, soit à l'inverse, je vais être capable d'avoir un bon état musculaire après de la fatigue en course. Donc pour moi, les deux se justifient et donc on va les distribuer les deux à peu près à équivalence. Puis on t'a écouté sur d'autres podcasts, JB, tu préconises la variabilité dans l'entraînement parce qu'en trail, on peut être confronté à différentes sensations et donc je Mm. t'ai entendu, parler de mettre une corde à l'élastique quand tu fais ta sortie et faire un peu de corde, de sauter au milieu du trail Ouais. pour être prêt à tout, quoi. Ouais, je te donne un exemple. Bon, c'est le cas vers chez moi. J'ai une énorme série d'escaliers pas loin de chez moi et qui mènent notamment dans les bois. Et ben, ça m'arrive de faire des répétitions d'escalier soit au début de ma sortie, et puis après, je vais finir ma sortie, soit à la fin de ma sortie. Si tu emmènes avec toi un peu de matos, bah, tu peux t'emmener une petite bande élastique pour faire des répétitions par-ci par-là. Ouais, moi j'aime bien ça. Et encore une fois, j'aime bien ça, a fortiori chez les gens qui n'ont pas 25 heures d'entraînement devant eux. Il faut quand même aussi, faut pas se tromper de discours. Parfois, les discours théoriques qui disent oui, il faut faire ça, il faut tout faire en fait. Mais quand tu additionnes tout, ça fait 24 heures par semaine. Personne s'entraîne 24 heures par semaine, hormis des gens qui ont la chance de structurer ça autrement, quoi. Et justement, pour aider les auditeurs dans la répartition, tu dis que c'est important de changer un peu tout ça. Là, Pierrot disait peut-être faire un peu de renfort avant, aller courir après, ou une fois le faire dans l'autre sens. Mais comment on articule ça? Est-ce qu'on le fait par exemple pendant un mois, je vais toujours essayer de me concentrer sur je fais le renfort avant, ou est-ce qu'au contraire, toutes les semaines, je dois changer? Ou comment on articule ça? J'imagine que c'est dur, mais... Alors, bon, il y a aucune base scientifique, t'imagines bien, hein. Il n'y a pas d'études contrôlées qui comparent avant ou après, hein, j'aimerais bien, mais donc pour moi, en fait, il faut pas se prendre la tête. Ce niveau de questionnement, c'est un problème de riche. C'est-à-dire, ce niveau de questionnement, il vient quand déjà tu es certain de pouvoir le faire, et donc ça, c'est déjà génial. Donc pour moi, on se prend pas la tête. On essaie juste de garder en tête cette distribution régulièrement égale sur du pré-fatigue, post-fatigue. Donc, il suffit juste de noter, par exemple, si tu utilises Strava ou d'autres trucs où tu te fais des petites notes de ton carnet d'entraînement, tu écris juste renfo pré ou renfo post, et puis tu essayes de faire en sorte que tu sois pas à 80% renfo pré pendant 2 mois, et puis tu vois, voilà, tu le distribues. Ça permet de mettre aussi de la variété, hein, parce que bon, il Bien en sûr. faut. Et juste pour les auditeurs qui nous écoutent et qui font pas de renfo, à partir de combien d'heures d'entraînement justement en trail, tu conseillerais aux auditeurs d'enlever peut-être une séance de trail et de rajouter une demi-heure de renforcement? Ouais, alors ça, c'est fondamental. Déjà, pour moi, je pense que si tu fais que une fois, alors, il faut pas avoir un discours catégorique, mais si tu fais que une fois du trail dans une semaine, pour moi, c'est pas assez. Parce que c'est comme les gens qui font rien de la semaine et qui font un match de foot entre copains le dimanche matin. C'est jamais négatif au global pour la santé. Par contre, clairement, c'est problématique en risque de blessure. Donc pour Oui, ça moi, explose. ouais, à partir du moment où tu fais 2 séances de trail dans ta semaine, entre 1 et 2, 3 heures, obligatoirement, il faut que tu aies un temps de, alors attention, j'utilise le mot qu'il faut utiliser, de préparation physique. Parce que si tu ne fais pas de préparation physique, ton physique ne sera pas prêt pour ce que tu vas faire.
Donc, tu vas pouvoir faire du trail. C'est pas la question. La question, c'est au bout de combien de temps tes limitations vont devenir des blessures, tes limitations vont devenir des sources de surentraînement, etc., etc. Donc, pour moi, si vous commencez à faire du sport à hauteur de 2 fois par semaine, il faut qu'il y ait une troisième fois par semaine. Et quand on veut, on peut. Donc, vous allez raboter un peu ces 2 fois par semaine pour en créer une troisième. Il faut sortir de sa tête la fameuse séance de PPG qui dure 2 heures, qui défonce, et on fait que ça dans la semaine, pour se dire, j'ai des temps de 20-30 minutes. Tu vois, je travaille avec un coureur de 1500 mètres, là, il a 2 ou 3 fois, il est à un niveau, c'est un des meilleurs français, c'est le meilleur régional, il a 2 ou 3 fois dans la semaine, une demi-heure de prépa physique. Et si t'as pas ça, alors moi l'idée c'est simple, c'est j'ai toujours oui mais j'ai pas le temps. Ok, pas de problème. Mais ne venez pas vous plaindre si votre physique n'est pas prêt à faire ce sport. Est-ce que la clé, ce serait pas d'avoir un renforcement à la maison, tu vois, en termes de routine, le matin, 1/4 d'heure en poids de corps, comment tu observes tout ça? Alors, tu vois, tu viens d'utiliser deux mots qui à un certain moment vont être antinomiques. Renforcement et poids de corps. Au tout début du tout début, quand tu n'en as jamais fait, poids de corps, ça va pouvoir suffire à faire un bon stimulus. Tu vas faire des exercices sur une jambe, etc. Mais à un moment donné, il va falloir mettre de la charge. Et ça, c'est bon, voilà, c'est la mauvaise nouvelle du podcast, hein. C'est que si on veut stimuler les muscles au-delà de leur niveau de force classique, il faut surcharger, il faut mettre de la résistance. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas besoin de beaucoup de matos pour chez soi. Il va falloir investir un truc autour de 200 à 300 euros au total pour avoir une barre, des disques, un kettlebell chargé, éventuellement un banc ou une chaise, etc. Et là, avec ça, et ça se range dans peu d'espace, voire même ça se laisse dehors si tu as de l'espace dehors. Et avec ça, tu peux déjà faire un travail de très bonne qualité. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et on peut faire du renfort sans avoir à aller au stade, à aller quelque part. Ça, c'est pour faire la transition vers l'intérêt de faire de la force max versus de l'endurance de force. Hmm. C'est ça? Oui, alors tu peux, à un certain niveau, tu sais, avec une barre et avec ton poids du corps de masse additionnelle et avec un gros kettlebell, tu peux t'approcher de force, pas de force max, mais de force très élevée, proprement, avant éventuellement de devoir passer par une salle ou une structure un peu plus équipée, on va dire. Et sur ce travail de force max, par exemple, je suis un trailer, allez, on va dire, je cours mes 2-3 fois par semaine. Là, je t'écoute, JB, j'ai envie de me mettre au renforcement musculaire, à la force max. Donc, toujours, on l'a dit hein, dans le podcast qu'on avait fait ensemble, d'être progressif, de prendre le temps, d'apprendre la technique. Ça, c'est un rappel. Comment on fait? On fait juste une séance par semaine. Est-ce que ça suffit pour travailler justement cette force max? Ou est-ce qu'à terme, on doit passer à 2 séances? Et après, comment on la maintient? Est-ce que tu pourrais nous donner un peu une Ouais. évolution sur quelques mois, s'il te plaît? Alors, c'est important quand tu pars de zéro, c'est-à-dire quand tu pars de j'en ai jamais fait. Je pense que oui, en étant progressif et avec tous les bémols techniques, donc ça c'est couvert, hein, c'est qu'en gros, tu vois, le demi-fondeur avec qui j'ai commencé à travailler, la première chose que j'ai faite, c'est de regarder sa technique de manipulation des charges, éventuellement de le coacher. Mais si ça c'est OK, une fois par semaine, une demi-heure, trois quarts d'heure, ça peut être suffisant à commencer à stimuler, développer des choses. Mais les recherches sont très claires là-dessus, que ce soit pour l'hypertrophie, pour le développement de la force, il faut avoir au moins 2 stimulations par semaine. En dessous de ça, tu développes pas, éventuellement tu maintiens, mais si vraiment tu veux développer significativement ta force, c'est comme VO2 max ou VMA. C'est comme si tu me disais, j'ai qu'une fois par semaine et je veux développer VMA. Ouais, ça va être compliqué en fait. Tu vois, c'est exactement pareil. Donc pour moi, 2 fois une demi-heure, ce sera à un moment donné une forme de minimum pour monter son niveau de force. 2 fois force max? Ou est-ce que si je fais une fois force max et une fois j'allège un peu mon footing et je fais mon endurance de force, ça peut passer ou non, il faut que je fasse 2 fois force Alors, max? tout dépend ce que tu veux développer. Si tu veux vraiment développer ton niveau de force maximale, la réponse ce sera non, parce que ta séance d'endurance de force, comme son nom l'indique, elle n'ira pas stimuler des niveaux de force maximale aussi bien. Je pense que quelqu'un qui n'en a jamais fait de l'endurance de force va peut-être un peu faire monter les niveaux de force maximale absolus. Mais à un moment donné, il va falloir passer par là. Il n'y a pas de, c'est comme si il n'y a pas de, comment dire, de développement croisé entre du très long et du très lourd, ou très peu. Quel gain espérer sur mon économie de course sur du travail de force max?
Ça correspond à un pourcentage, un ordre de grandeur pour quelqu'un de peut-être d'amateur, on dira, et Ouais. quelqu'un intermédiaire ou expérimenté. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce travail-là? Alors ça dépend beaucoup de la discipline. Quasiment toutes les études évaluent le coût énergétique, donc l'économie de course, sur de la course à plat, type route, pas type trail. Et dans ces études-là, on s'aperçoit qu'effectivement, le travail de force max améliore les choses. Alors, les pourcentages, je ne veux pas te dire de bêtises parce que les études raisonnent plus en nombre de fois l'écart type qu'en pourcentage, en taille d'effet, mais c'est significatif. Ça veut dire qu'en gros, tu vas bouger les choses. Par contre, à ma connaissance, j'ai encore pas vu d'études claires qui fait ça et qui mesure le coût énergétique soit en pente, sur un tapis roulant, parce que bon, il faut quand même des outils de laboratoire, soit en trail. C'est pour ça que, pour moi, l'objectif du coût énergétique pour le trail, c'est peut-être un peu secondaire par rapport à tout le reste. Donc ça serait plus sur l'endurance musculaire? Ou tu penses que ça peut avoir un Ouais, c'est ça, impact? c'est sur cette fameuse réserve de force et sur la négociation que tu auras de toutes les montées, de toutes les descentes et de l'impact énergétique que ça a. Donc, indirectement, c'est une forme de coût énergétique. C'est-à-dire que le même tracé, il y a un truc qui est très simple, hein. Trouvez-vous une boucle de référence vers chez vous qui dure 10 à 30 minutes avec de la montée, de la descente, votre petite boucle standard. Et regardez sur cette boucle standard votre perf sur un test et votre fréquence cardiaque sur un passage sous-maximal. Là, vous aurez deux indicateurs très pratiques de comment votre renforcement musculaire vous améliore. Donc pour moi, ouais, ça passera par là. Je Et on ne parle pas des blessures ou du fait d'être plus fort sur les cailloux, hein, on est très clair là-dessus. je sais pas si tu avais une question, Vincent? Ouais, bah, c'est globalement sur la planification, sur le premier épisode, d'ailleurs, on invite tous les auditeurs à écouter le premier épisode, c'était vraiment une masterclass. Tu sais, pour la planification, tu préconises du coup des cycles où on va travailler une qualité, ou est-ce que un entraînement croisé pourrait convenir? Parce que j'ai cru comprendre que si on faisait une séance d'endurance de force et puis un travail de puissance ou de force maximale, il n'y allait pas avoir de bénéfices cumulés en fait. Ouais, pas forcément. Donc peut-être tu peux raisonner en cycle. Pour moi, il faut se poser la question d'abord c'est simple, c'est dans ma saison ou dans mon année, je sais pas comment tu programmes ça. À quel moment je peux accepter d'être en phase de développement, c'est-à-dire j'ai pas d'objectif de compétition et si j'ai mal aux cannes et que je peux pas courir comme je le voudrais, ça passe parce que mon objectif c'est de développer autre chose. Et à quel moment j'ai besoin d'être frais et dispo pour la compétition. Déjà, ça c'est la première chose dans la programmation pour moi, c'est d'être honnête avec soi-même en disant quand est-ce que cette année je veux faire de la performance et d'être honnête avec le fait qu'on peut pas faire de la performance chaque mois, 12 mois de l'année. Ensuite, tu peux avoir des phases de travail de bloc, notamment autour de la force max, de te dire par exemple, ma première échéance de mon année, c'est au mois d'avril. OK? Et septembre, octobre, novembre, décembre, j'accepte de mettre un focus sur de la force max parce que je veux monter mon niveau de force max. Tu sais, j'aime bien l'autre jour, j'ai un voisin qui m'a dit c'est plus facile de ranger une pièce propre que d'avoir à nettoyer de zéro. L'idée, c'est ça. C'est que tu vas te faire un moment où tu passes un niveau de force max parce que ce sera plus sympa et plus facile de l'entretenir par la suite que d'avoir à le développer mal. Et puis après, tu acceptes effectivement dans cet espace-là de limiter l'endurance de force pour éventuellement la retrouver à un autre moment, etc., etc. Mais à un moment donné, si tu veux développer quelque chose, il faut qu'il y ait des phases dans l'année où, là, c'est stop, je développe ça. Ce qui ne veut pas dire que tu fais plus de compète. Mais ça veut juste dire que à ce moment-là, on peut pas pousser tous les curseurs ensemble en même temps. Par rapport à ça, tu vois ce que je me dis? Je me mets à la place des trailers et des ultra trailers. C'est vrai que quand on est loin justement des objectifs, souvent on se dit: ben je vais en profiter pour faire un bloc de vitesse parce que voilà, c'est quelque chose que je travaille pas tout au long de l'année et je profite de ce moment-là pour justement aller faire un cycle, VO2. Je me mets des bonnes séances de fractionné. Mhm. Donc que faire? Est-ce que je peux concilier les 2, faire de la force max et en même temps faire de la haute intensité? Parce que là, tu dis qu'il faudrait peut-être mieux accepter limite d'avoir mal et de réduire un petit peu son volume, sa charge d'entraînement en course à pied. Donc, tu vois, que conseiller à nos Ouais. auditeurs qui pourraient avoir ce choix entre les deux? Ouais, alors il y a un peu de recherche sur ces types d'interférences possibles entre des entraînements très contrastés, mais plutôt sur les sports collectifs.
Moi, mon expérience, c'est que globalement, si les choses sont bien faites et si justement tu n'as pas 60 objectifs un peu antinomiques, je pense que ça peut être compatible d'envisager ça, c'est-à-dire d'envisager un bloc de, je sais pas, 2 mois, 3 mois, où tu mets ton focus sur de la force max d'une part et de la VO2 max ou de la VMA, ce que tu as appelé la vitesse, d'autre part. C'est pas antinomique pour moi. De toute façon, à un moment donné, et ça c'est pareil, il faut arrêter de réfléchir en silo. Il est unique, c'est une structure unique. C'est pas une partie de ton corps qui sert à ta VMA, une autre partie de ton corps qui sert à ta force max en fait. C'est ce que démontre par exemple le développement de l'Irox, etc. Tu t'aperçois qu'il y a des gens qui sont capables de pousser des très hauts niveaux sur tous les curseurs. Donc le simple truc, c'est qu'il faut juste, et dans ta semaine ou dans ta micro-programmation, être sûr de pas t'envoyer dans le mur. Par exemple, tu as une énorme séance de développement de VMA dans laquelle tu as besoin musculairement d'être totalement frais et disponible. Tu sais que tu vas pas mettre ta séance de force max juste avant ou dans les 2 jours avant, tu vois, parce que voilà, il faut juste gérer ça de façon cohérente. C'est quoi tes garde-fous pour la charge d'entraînement qui est un vrai sujet, pour les trailers et tous les sportifs? C'est vraiment les entraînements avec l'intensité? C'est-à-dire, Bah, là, tu nous as parlé, d'entraînement à VMA, de force max. C'est pas le même, travail, mais c'est deux entraînements qui demandent de l'intensité. Et ouais, du nerveux. ouais, voilà, exactement. En fait, parfois, une séance de musculation qui dure qu'une demi-heure, elle va être, au point de vue neuromusculaire, plus impactante qu'un truc plus soft qui dure 2 heures, hein. Donc voilà, il faut raisonner comme ça. Il y a aussi beaucoup d'interprétations de comment les gens réagissent, parce que la même programmation chez chacun de nous quatre, elle va pas emmener avec nos vies autour, etc., les mêmes conséquences. Mais par contre, il faut anticiper ça. Il faut anticiper les séances à haut niveau neuromusculaire et énergétique, c'est clair. Donc par exemple, je te donne un exemple tout simple. Mais si tu penses qu'il y aura une séance de musculation, de renforcement musculaire un peu prenante dans la semaine et que tu veux développer VMA, eh ben, ce que tu feras, c'est que tu essaieras d'aller développer VMA avec de la course sur une piste où il n'y a pas de dénivelé, où il n'y a pas d'énergétique due à des montées-descentes, etc. Tu n'iras pas faire un énorme travail de côte, voire même tu iras faire un programme type Tabata ou ce que tu veux sur un vélo pour essayer de jongler un peu entre tes stimulations d'ordre physiologique et tes stimulations d'ordre un peu neuromusculaire. Oui, parce que courir, c'est pas que l'entraînement cardio. Il y a Et aussi tout ouais, un bien paramètre sûr. neuromusculaire, super important à prendre Bien en compte. sûr. C'est pour ça que moi, notamment pour les trailers, je suis quand même assez fan d'autres modalités pour atteindre le même but physiologique. Parce que si ton but, il est physiologique, cardiovasculaire, de pousser ta VMA ou ta PMA, ta puissance maximale aérobie, rien n'oblige à le faire en courant, en fait. Si en revanche, tu veux pousser ta VMA, ta PMA et faire une stimulation de course à pied, là, d'accord. Mais je te donne un exemple tout simple. Si tu remplaces la stimulation neuromusculaire de la course par une belle séance de PMA qui défonce sur un vélo, eh ben, je pense que dans la même semaine, ta séance de musculation force max du membrane, elle passera beaucoup mieux. Tu vois, on peut aussi réfléchir comme ça, hein. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai fait beaucoup de vélo et de VTT notamment. Niveau physiologique et niveau VO2, tu peux t'envoyer très 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 bien sans courir. Alexandre, c'est le choix qu'il a fait là. Il fait beaucoup plus d'entraînements croisés depuis qu'on fait 1000. Alexandre, tu peux parler de ton entraînement. Tu croises beaucoup plus avec le vélo, Ouais, c'est vrai qu'avant? que ouais, moi, c'est vrai que ces derniers temps, je fais beaucoup de vélo. Après, j'essaye de mettre un petit peu d'intensité, mais je me mets pas non plus au carton sur le vélo. Mais je pense que ça peut être un bon compromis, justement, en dehors de la saison, hein, pour mettre de l'intensité, faire du 30-30, voire même du 2-2 sur vélo. Après, Mm. c'est des séances qui sont pas faciles, hein. Franchement, c'est Non, compliqué. mais par contre, je pense qu'il faut raisonner inverse. Si tu veux la même stimulation d'ordre physiologique cardiovasculaire avec de la course à pied, eh ben, tu auras la même stimulation cardiovasculaire, etc., mais tu auras couru. Et donc, tu auras stimulé ton système beaucoup en termes de choc, machin, et peut-être ça, tu le voulais pas dans cette séance-là. Ah, bien sûr. Mais vas-y, Pierre. On a reçu des ultra-trailers et qui faisaient leur césure hivernale en faisant du ski de fond. Mm. Ils évitaient justement ils se mettaient en décharge en Mm. termes de choc, mais pas en termes d'entraînement. Donc ils continuaient de Ouais, faire des entraînements à haute intensité comme ça l'hiver. Et c'est ce qui avait l'air quand ouais. même de les conserver.
Ouais, il faut jamais perdre de vue un truc fondamental. La course à pied, c'est 150 à 200 fois par minute un impact relativement conséquent sur votre système musculaire, tendineux, etc. 200 fois par minute quand on a une grande fréquence de course. Et ça, le truc, c'est que courir, c'est pas que courir. Même un footing d'une heure, en termes d'impact, ça n'a rien à voir avec le même niveau physiologique. Prenez la fréquence cardiaque moyenne sur un vélo. Parce qu'en course, il y a de la physio et du neuromusculaire, etc., etc. Et je crois que c'est Blaise Dubois qui parlait d'une course d'une demi-heure Ouais, qui est équivalente à 3000 sauts sur un pied, tu vois. ouais, bien sûr. Dès que j'ai un patient, un Ouais. athlète, tu vois, direct, je lui dis, Mm. ça nous donne un peu de recul sur la charge que ça Ouais. imprègne, hein. Donc en fait, l'idée, c'est super simple. C'est euh, quel type de stimulus vous voulez? Physio, neuromusculaire, biomécanique. Est-ce que l'impact de la course à pied, vous le voulez ou pas? Si vous le voulez, très bien, courez. Si vous ne le voulez pas, quelle que soit la raison, hein, alors dans ce cas-là, allez nager ou faire du vélo ou monter une bicyclette, un home trainer, etc., etc. Et tu vois, et je vais me faire l'avocat du diable, mais pourquoi je voudrais faire de l'impact? Tu vois, Alors, ouais, c'est important. Pourquoi tu voudrais faire de l'impact? Parce que ta discipline, avant tout, c'est de la course à pied. C'est-à-dire que la dérive de l'entraînement croisé qui éloignerait de l'impact, il faut de l'homogénéité dans le stress mécanique et de la régularité là-dedans. Donc, en fait, de l'impact, il en faut. Parce que Qu'il soit tu veux de suffisant. l'impact pour te préparer au nombre d'impacts de ton futur trail. Mais où est-ce que je place les... Tu sais, moi, je vois beaucoup la préparation physique ou l'entraînement. Tu es un DJ et tu essayes de faire le meilleur son possible et devant toi, tu as 25 curseurs. Où est-ce que je place le curseur impact? Et parfois, dans la même semaine, bah, tu auras oui ou non en fonction de ce que tu veux faire. Et donc pour toi, en dehors de la saison, ça a du sens de couper vraiment la course à pied, au moins un mois? Parce qu'hier, on a eu la chance de recevoir donc, Millet qui est ton collègue de bureau, qu'on a reçu dans le podcast. Merci de nous avoir passé d'ailleurs le contact. Et Cool. lui, il conseillait plutôt de couper, 1 mois, de faire autre chose, pas forcément courir. Même le sport, il conseillait pour les amateurs, hein, de pas trop se prendre la tête, des fois de couper, ça fait du bien. Toi, c'est quoi ta vision vis-à-vis de ça? Alors pour moi, en fait, il faut pas que la physiologie soit une dictature. Il faut aussi laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire, ce qui sont à l'aise mentalement avec. Donc par exemple, il y a des athlètes chez qui, oui, il faudra couper, ils peuvent plus voir leur basket, et ils couperont et ils seront bien comme ça. Il y a des athlètes, quand tu vas les obliger à couper 2 semaines, ils vont pas être bien. C'est-à-dire, bah voilà, ils vont se morfondre, ils vont se sentir privés, ils vont même se sentir bah, comme s'ils étaient blessés alors qu'ils ne le sont pas. Donc l'idée pour moi, c'est d'avoir une coupure dans laquelle tu es à l'aise avec ce qui se passe. De toute façon, ton corps, physiologiquement et mécaniquement, il va revenir, il va récupérer. Les gens qui disent, moi je coupe jamais plus de 1 semaine parce que derrière c'est trop chaud à reprendre. Non, tout le monde reprend, ça se passe, etc., etc. Mais par contre, si tu n'as pas envie de couper ou que tu as envie de couper en courant quand même, toi par exemple, je te donne mon exemple perso. Là, je vais couper ma saison running trail. C'est bon jusqu'à. Je sais que je vais avoir envie d'aller courir, faire un petit footing, je sais pas, une fois par semaine, peut-être deux, mais je vais le faire. Parce que si je le fais pas, je vais pas être bien. Donc voilà, faut jongler entre la physio et le bien-être. Et l'entraînement, c'est aussi l'occasion de s'explorer, de se découvrir. On est tous très différents. Je t'ai écouté sur un podcast dire que quand on fait un travail de VMA, quand on est ultra trailer ou de force maximale, oui, on va travailler des qualités physiologiques, mais aussi on va travailler d'autres qualités transversales comme bah, la force mentale, la dépense énergétique. Il y a en fait des bénéfices qui sont autres que vraiment la qualité travaillée, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Il faut juste être au clair avec pourquoi on fait les choses. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple tout simple, mais qui a vraiment de l'emprise. Strava, les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes, au sens large du terme, hein, amateurs, qui ne coupent pas ou qui ne coupent pas assez entre deux saisons parce que ça les emmerde de devoir montrer aux autres qui ne publient plus rien, qui ne font plus de sorties, qui publient des marches pour sortir le chien. Et donc, tu vois ce que je veux dire, la pression extérieure fait qu'ils n'ont pas une vraie coupure physiologique. Donc ça, c'est important, hein. Faut être à l'aise avec ce qu'on fait euh, et se sentir bien avec ses choix.
Mais cette coupure, elle est quand même essentielle. Même si tu dis: «Oh, je peux garder de l'impact, il y a pas de souci, je fais ce que je veux». Mais par contre, tu conseilles vraiment à nos auditeurs de Oui, couper au moins un mois oui. avec une baisse de volume? Un mois, pas forcément, hein. Ouais, Il y a des gens en 2 semaines, 2 semaines sans rien faire du tout, ou en faisant très peu, ou des sports qui leur plaisent ou autres, physiologiquement et mécaniquement et au niveau mental, ils en ont assez. Donc la règle des 4 semaines, pour moi, il faut faire pareil, il faut faire super gaffe. C'est sûr que si tu es un ultra trailer du circuit mondial, 4 semaines, c'est probablement un truc dont tu as vraiment besoin physiologiquement. Si tu es un amateur plus, 4 semaines, c'est peut-être beaucoup. Donc moi, je pense que déjà 15 jours avec une charge très légère, on fait le point. Je suis persuadé, c'est un feeling personnel, mais ce qu'on appelle l'appétit pour l'effort, l'appétit pour l'exercice, tant que ça, c'est pas revenu, c'est-à-dire en gros, c'est entre guillemets, hein, c'est Strava qui t'oblige à refaire un footing. Tu voyez ce que je veux dire là ouais. derrière? C'est pas toi, c'est les autres. Ça veut dire que ta coupure est pas finie. Et là, j'ai envie de revenir sur, les 2 schémas, biomécaniques, sur le trail qu'on retrouve. C'est un schéma de course et un schéma de marche. Si on fait le lien avec le renforcement, comment tu observes ça parce qu'on peut très bien courir et pas avoir de qualité de marche, par exemple? Ouais, alors, ouais, faut quand même pas perdre de vue que normalement, dans un trail de compétition, si tu es en marche, c'est que tu es soit en énorme pente montante, soit descendante. Donc, tu es sur une marche qui est une marche de gravitation, quoi. Donc, dans les deux cas, pour moi, tu es sur des niveaux de force qu'il faut considérer. Tu es des niveaux de force relativement élevés sur un pied. Et donc, mécaniquement, c'est pas la même chose, mais c'est quand même pas loin. Tu es sur de la propulsion dans les deux cas. Donc, je ferais pas trop de différence entre les deux, moi. Parce qu'en Et fait, la marche en trail, bon, c'est entre guillemets, hein, c'est pas de la vraie marche, hein. C'est souvent plus des montées de step ou bien des chutes que des marches, hein. c'est de l'ascension, comparé on avait fait un épisode sur la course à pied où, c'était maintenir une allure, une vitesse constante dans le temps. Là, il y a vraiment cette notion de force verticale qui est importante. Ouais, ouais, de propulsion, c'est sûr. Je me permets d'interrompre 20 secondes le podcast. Vous me connaissez, c'est Pam, je suis kiné passionné par les sports d'endurance, le trail, la course à pied et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai sorti mon premier livre. Donc ça va parler d'entraînement en course à pied, de nutrition, sommeil, comment s'entraîner, comment éviter les blessures. Donc j'espère que ça va vous intéresser, surtout qu'on a eu la chance de recevoir beaucoup d'invités dans 1000%. J'ai essayé de faire un gros résumé et de tout vous mettre à l'intérieur. Et pendant la période de prévente, vous avez un mois de coaching course à pied offert, que ce soit la course à pied plus le renfo. Donc pour cela, il suffit juste de m'envoyer la preuve de la prévente par message sur Instagram. Derrière, on fait un bilan et je vous envoie votre programme sur un mois de course à pied et de renforcement musculaire. Un grand merci en tout cas pour votre soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça prend 2 secondes mais ça nous aide énormément. Vous retrouverez tous les liens donc du livre et également de nos partenaires en description. Et maintenant, retour au podcast. Alors, sur les exercices importants en renfo, je ne veux absolument pas avoir le discours de l'école des fans de tout est bien, il faut tout faire, parce que pour moi, ça, c'est pas rendre service aux gens. Quand vous leur dites il faut faire ça parce que c'est bien, puis ça aussi, puis ça aussi, puis ça aussi, à la fin de la discussion, vous arrivez à un truc où en fait, en gros, encore, il faut 30 heures d'entraînement par semaine. Donc, on va essayer d'avoir une approche en disant quels sont, le terme anglais, les go-to, c'est-à-dire les exercices de base où, si j'ai pas beaucoup de temps et de matos, j'ai le plus de gains. Pour moi, il y a 3 exercices dans le renforcement, dans la force maximale. Le soulevé de terre, pour moi, c'est un incontournable. Attention, hein, on est bien autour du trail, hein. Donc le soulevé de terre, c'est un incontournable pour 3 raisons. La première, c'est que ça va stimuler la chaîne postérieure au sens large, c'est-à-dire le dos, la zone lombaire dans le relevé du buste, les fessiers ischio et les quadriceps dans le relevé final. Donc, c'est un exercice finalement qui va taper tous les groupes musculaires à part le triceps sural dont on a parlé tout à l'heure. La deuxième raison, c'est que une fois que le geste est maîtrisé et que le placement du dos est maîtrisé, c'est un exercice qui est relativement sécure, contrairement à ce que beaucoup de gens qui n'en ont jamais fait véhiculent. C'est-à-dire qu'un soulevé de terre, un enfant de 10-12 ans, quand il sait le faire pour sa vie et il sait le faire correctement. Et la troisième raison, c'est que, et ça c'est une raison un peu futile, mais mine de rien, ça ne demande pas de matos pour l'installer. C'est-à-dire, ça ne demande pas un rack, ça ne demande pas une surélévation de la barre.
Donc le soulevé de terre, ça se fait avec la barre qui est dans votre garage posée par terre. Et si la barre qui est dans votre garage posée par terre, elle fait poids du corps ou plus, eh ben vous avez un exercice parfait pour développer de la force max. Donc ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est le squat, le demi-squat, c'est-à-dire le vrai beau demi-squat avec les cuisses à l'horizontale. Pareil, les gens qui pensent que ça développe que les quadriceps n'en ont jamais fait correctement et savent pas ce que ça représente. Le squat, c'est un excellent exercice pour le dos, pour le placement du dos et du bassin, pour les fessiers et puis les autres extenseurs. Et là, pareil, bon, il faut un rack, il faut le poser, mais c'est quand même un exercice assez simple pour moi. Et le troisième exo qui est intéressant, c'est toutes les modalités en fente, c'est-à-dire les fentes avant, les fentes arrière, les fentes avec de la surcharge. Parce que là encore, si vous avez 2 kettlebells assez lourds chez vous ou 2 haltères assez lourdes chez vous, eh ben, vous pouvez commencer à faire des fentes chargées et vous aurez un peu comment dire, le stimulus idéal. Et le hip thrust? Alors le hip thrust, moi j'aime bien. À la faculté, on a acheté une machine pour faire C'est pas le top correctement 3. du hip thrust. Ben, pour moi, il n'est pas dans le top 3 en fait. J'adore, je suis pote avec Brett Contreras qui a développé, qui a inventé ce truc-là. Mais le hip thrust pour moi, il est beaucoup trop centré fessier par rapport au, comment tu appelles ça, au soulevé de terre. Et il demande du matériel parce que pour bien faire un hip thrust et être en sécurité, il faut un banc spécifique, etc., etc. Donc quand tu fais le triangle de qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça me coûte et est-ce que c'est facile à mettre en place, il sort du classement. Mais encore une fois, si tu t'entraînes 20 heures par semaine et que tu as accès à une salle où il y a une machine à hip thrust, moi le hip thrust perso, j'en fais parce que je peux en faire. Mais si j'ai pas accès, ça dégage. Et pas de plio parce que tu vois la plio dans la spécificité de l'exercice. En partie, oui. C'est pour moi la course à haute vitesse notamment, c'est déjà très 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 pliométrique. Et donc la plio, je la gérerai un peu comme je gère l'endurance de force, c'est-à-dire, est-ce que j'ai le temps ou est-ce que finalement ça va passer avec. Je vous donne un point très simple sur la plio. J'espère publier ça rapidement. Si tu fais des lignes droites en courant à une vitesse très élevée, c'est-à-dire 80-90% de ta vitesse maximale de course, tu as un stimulus pliométrique en termes de force au sol et en termes de temps de contact qui est inégalé avec n'importe quel autre exercice. Corde à sauter, drop jump, etc. On a tout fait sur des plateformes de force. La course rapide, elle sort largement devant. Donc pour moi, la plio, ça passera par la course. Encore une fois, sauf si tu as 25 heures par semaine devant toi, auquel cas tu feras une séance de plio. Une question sur la planification de la force pour nos auditeurs. Le piège qu'on peut avoir, c'est d'essayer toujours d'aller chercher peut-être des niveaux de force de plus en plus lourds. Est-ce que dans un mois, il faut que je décharge un petit peu comme on le fait en course à pied avec une semaine un peu plus tranquille? Ou est-ce qu'au contraire, tous les mois, on peut y aller? Quel conseil tu donnerais justement à nos auditeurs? Ouais, alors ça c'est intéressant comme question parce que en fait, si ton sport c'est la force, si ton sport c'est comment ça s'appelle c'est pas L'haltéro. l'haltérophilie, c'est les sports de force, Powerlifting. etc. Ouais, le powerlifting. Si c'est ça ton sport, oui, tu vas onduler, tu vas avoir des décharges machin. Mais si la force c'est une composante de la préparation physique en trail, pour moi, tu te prends pas la tête avec ça. Tu maintiens un dosage de force max. Évidemment, si au bout de 3-4 mois tes 2 petites séances de force max, elles te gavent et tu as envie de décharger, tu décharges. Mais si c'est un fil rouge de stimulation, je pense que tu as quand même plutôt intérêt à le garder en fil rouge, justement. Et on a dit aussi enfin, c'est toi qui l'as dit, de faire attention à pas placer une séance de force max juste avant une séance VMA. Mais est-ce que le contraire aussi peut avoir du sens de pas forcément placer une séance de force max après une grosse séance d'intensité en course à pied où il y aura moins d'interférences entre les deux? Alors, pour moi, honnêtement, il y a peut-être des gens qui vont hurler et me sortir des centaines de papiers là-dessus, mais les interférences d'ordre physiologique de est-ce que ce serait mieux de gagner un demi% de plus en mettant pas ta VMA, machin, j'ai envie de les laisser de côté. Pour moi, l'interférence qu'il faut maîtriser, c'est l'interférence en termes de sensation et pas de douleur, mais de tension musculaire. Donc, soit tu veux absolument être dans ton meilleur niveau de sensation musculaire et donc, il faut faire très attention à comment tu places les choses. Soit tu acceptes de faire une séance de VMA avec des tensions musculaires sur, par exemple, les fessiers ou les ischios. Tu vas la faire, hein,
parce que la tension, c'est juste là, quoi. C'est comme les courbatures, hein, tu peux courir avec des courbatures. Mais au moins, tu es conscient que ta séance de VMA elle n'est pas la même. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, si tu veux vraiment faire un travail parfait dans les conditions parfaites, alors là, oui, tu fais gaffe à comment tu places les choses. Mais honnêtement, hein, pour moi, quelqu'un qui fait du trail, c'est aussi quelqu'un qui doit accepter de courir quand les choses vont pas physiquement comme prévu, quoi. Parce C'est que sûr. voilà. Si quand ça commence à devenir dur, on arrête. Sinon, c'est comme tu t'entraînes jamais quand il pleut. Ah bah oui, puis ta Ouais, compétition phare de l'année, il il pleut. Tu fais pleut. quoi? T'es pas prêt. J'y vais pas. Ok. Vas-y, Pierre. Le gros souci, c'est que la semaine, elle fait que 7 jours. Et tu vois, si je fais 2 séances de force max dans ma semaine et que je fais une séance de VMA, Bien sûr. du coup, je suis en train de réfléchir, mais bon, du coup, ce sera pas le mardi, ce sera pas le C'est mercredi, ça. il faut que j'ai 2 jours de repos. Comment j'organise tout ça, sachant que j'aimerais bien faire 2 séances de VMA, mais tu m'as dit que je pouvais pas mettre Hmm. Est-ce qu'on 2 peut sortir séances. de la semaine, tu vois, du prisme de Ouais, la c'est semaine? On ça. avait eu Comment Sean qui faire? nous disait, c'est le piège en fait. Ouais. Ouais, alors, on va quand même rester, c'est le fameux, on fait tout mercredi du sport co. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le match dimanche, donc on peut pas faire lundi, mardi, parce qu'on récupère du match. Il y a le match samedi ou dimanche, donc on peut pas, donc on fait tout le mercredi. En fait, pour moi, le secret, c'est deux choses. La première, c'est d'anticiper à l'avance les séances clés à protéger, entre guillemets, et d'accepter, comme tu viens de le proposer, Vincent, de raisonner sur plus qu'une semaine, c'est-à-dire de décaler dans le temps pour avoir peut-être les 2 séances de force assez rapprochées pour être très loin de la séance VMA à protéger, tu vois, de raisonner un peu sur un flux un peu plus long. Et la deuxième façon de faire, c'est de se dire, si j'ai pas le choix, je vais essayer de faire en sorte que la séance de force max, finalement, soit avec un peu moins de reps, que ce soit un stimulus qui n'enclenche pas. C'est pas normal que vos séances de force max vous défoncent pendant 3 jours systématiquement. Si c'est ça, c'est que vous faites quelque chose mal. Voilà, donc on peut très bien faire de la force max et 2 jours après être frais, dispo en termes de sensations pour faire une belle séance de VMA. Ou alors c'est que la force max en termes de contenu n'a pas été bien gérée, quoi. Dans ce cas-là, sur mes séances de force max, il faut que je garde suffisamment de répétitions en réserve et pas d'aller jusqu'à l'échec à chaque fois, parce que ça va cramer définitivement mon système nerveux si je fais 5 séries à l'échec, par exemple, sur du Alors, soulevé de terre. ouais, alors ce sera peut-être pas, ce sera plutôt pour moi en termes de nombre de séries plutôt qu'en termes de nombre de répétitions. Parce que le problème des répétitions en réserve, c'est que si tu veux mettre plus de répétitions en réserve, tu vas mettre moins de charge et donc tu vas sortir de l'objectif force max. Si tu veux rester dans l'objectif force max, tu vas garder un nombre de répétitions en réserve très faible. Tu vas faire du 3-4 RM, mais tu vas te dire, aujourd'hui, au lieu de faire 3 séries, j'en fais qu'une. Parce que je veux un stimulus de force max, sinon je l'aurai pas. Et je veux que ma séance de VMA de dans 2 jours, elle soit quand même. Tu vois, je reprends mon exemple à moi. Je sais que j'ai comment dire, un gros trail ou un gros match de basket dans 2 jours. Je veux faire ma Fox Max ce matin parce que j'ai pas le choix, j'ai pas pu la faire ailleurs dans la semaine. Eh ben, je vais virer soit un exercice, soit un nombre de reps, de séries, pardon, pour garder quand même un stimulus. Juste une petite question sur l'échauffement que tu ferais pour justement nos trailers qui peut-être vont pas trop à la salle de sport et qui veulent travailler la force max. Qu'est-ce que tu leur conseilles en termes d'échauffement justement pour faire une séance classique avec ton top 3 d'exercices? Ouais. Si Alors tu là, c'est aurais... pareil, il faut. Malheureusement, mais ça a été mon cas, c'est mon cas, hein, beaucoup de trailers viennent quand même du monde de la course à pied à la base. Et dans le monde de la course à pied, on peut rien faire sans avoir fait une demi-heure de footing ou d'éducatif. Et ça, je pense, ça, il faut le casser parce qu'une demi-heure de footing ou d'éducatif, c'est la durée totale de ta séance. Donc pour moi, le bon échauffement pour de la force max, il prend 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure. C'est de la mobilité d'abord et avant tout. Il faut préparer le corps, les articulations à être mobiles. Donc 5 minutes de mobilité. Ensuite, 5 minutes de préparation technique sur les exercices qui vont venir. Et puis 5 minutes de charge progressive. Donc je te donne un exemple tout simple. Si dans ta séance de force max, il y a du soulevé de terre et des fentes, tu feras 5 minutes de mobilité, donc sur les hanches, les chevilles, le dos. Et honnêtement, 5 minutes de mobilité, tu peux être à jour, hein, tu n'as pas besoin d'une heure. 5 minutes de gestuelle technique pour préparer un peu tout, et puis après 5 minutes de charge progressive. Et ça va très bien se passer. Tu sais, on a parlé des groupes musculaires qui étaient importants pour le trail. En dernier, tu as dit le gainage, le tronc. C'est quoi tes recommandations pour travailler tout ça? Alors le tronc, c'est un peu différent parce qu'en fait, je pense que ça ne nécessite pas des séances spécifiques parce qu'il va déjà être énormément travaillé dans les exercices qu'on a dit avant.
parce que quand tu fais du squat et quand tu fais du soulevé de terre, ton gainage du tronc, il est là. Et tu vas venir le travailler, le tronc, pour moi, dans les interstices, c'est-à-dire dans tes récup. Moi, par exemple, dans les séances avec le coureur de demi-fond là dont je m'occupe, ou même moi, dans mes séances, il y a 3 exercices. Et entre chaque récup, il y a 3 exercices de gainage. Et tu es quasiment non-stop. Voilà, c'est pareil. Physiologiquement, après une série de 3 soulevés de terre max, physiologiquement, il te faut 2-3 minutes pour bien récupérer. Mais ça ne veut pas dire qu'en 1 minute, tu n'as pas récupéré. 1 minute, c'est pas idéal, mais ce sera assez pour refaire une stimulation. Et à l'intérieur de ces 2 minutes que tu as gagnées, tu vas faire du gainage, etc. Tu vois, tu vas venir essayer de... Tu fais quelque chose d'imparfait, mais dans lequel tu as pu tout rentrer. Un dernier point qu'on n'a pas évoqué pour conclure peut-être le podcast, à part si les garçons ont une dernière question, c'est la question du poids. C'est vrai que pour le trailer, souvent, j'entends certains dire encore malheureusement, je fais pas de musculation, ils me disent avec ce mot-là, parce que je vais prendre du poids et on sait que le poids, ça peut être un ennemi sur des longues distances. Ça serait quoi ton discours? Est-ce qu'ils doivent s'inquiéter, pas s'inquiéter? Est-ce qu'il faut adapter, pas adapter? Ou on deviendra jamais bodybuilder? Peut-être qu'il faut leur dire. Ouais, alors, j'ai 3 choses sur le poids. La première, c'est qu'il faut quand même être lucide et honnête. Votre poids, d'où est-ce qu'il vient? C'est-à-dire, est-ce que votre poids trop élevé, il est vraiment dû à la masse musculaire ou il y a d'autres Fais choses, pas de la etc., etc. grossophobie, hein, JB, hein, on te voit arriver. Non, je ne fais pas de la grossophobie. Moi, ce qui m'énerve, c'est pas les gens un peu gros. C'est les gens qui attribuent à des mauvaises raisons et qui ont un discours un peu ambigu. Tu vois ce que je veux dire? La deuxième, c'est On a que compris. le poids, ça se contrôle. C'est-à-dire que vous avez tout à fait le droit de commencer un programme de renforcement et de vous peser régulièrement, sans tomber dans la psychose, mais de vous peser régulièrement, parce que ce programme de renforcement, le jour où il vous fait prendre trop de masse, ben vous le verrez immédiatement. Ça, le poids, il va pas vous tomber dessus comme ça du jour au lendemain, vous avez des muscles partout, hein. Ça se passe pas comme ça. Et la troisième chose, la plus importante, c'est que on peut gagner de la force significativement sans gagner significativement de poids. Voilà, vous prenez un exemple comme Pierre-Ambroise Boss, le coureur de 800 mètres, c'est pas quelqu'un ni de gros, ni de lourd, ni de bulk, de Volumineux. balèze, ouais, de volumineux, mais il a une force dans le membre inf qui est très élevée. Mais pour ça, il faut les bonnes méthodes, et notamment des charges très élevées. Et justement, est-ce que ça peut dépendre du placement de la séance, ça, ou pas particulièrement? Je crois que Je suis- c'était Fabrice Kuhn qui parlait justement de ce placement-là, je crois, mais je me Ouais, rappelle plus si c'était avant ou après. j'ai pas de données. Avec mTOR, je crois. Ouais, j'ai pas de données. Ouais, avec les. Ouais, mais là, il faut faire super gaffe à d'où viennent Mhm. les études. Tu vois, Ouais. est-ce qu'on parle de souris? Est-ce qu'on parle d'athlètes? Bon, non, mais c'est vrai. Oui, c'est sûr, c'est Euh, sûr. ouais, mTOR chez les trailers, pour l'instant, on n'en est pas là. Mais peut-être qu'il y a de la science sur comment limiter l'hypertrophie en préservant les gains de force. Ça, c'est clair. Mais pour moi, la première façon de faire, c'est de faire de la vraie musculation avec des charges très élevées et de regarder ce qui se passe. Vous connaissez tous Paula Radcliffe. Paula Radcliffe, elle a gagné significativement en force max au fil de sa carrière. Elle est restée une coureuse de marathon. Voilà. Et j'ai même presque envie de dire, en trail, si tu gagnes, allez, 2%, 4% de masse corporelle, si cette masse corporelle, c'est de la force en plus, et que tu passes mieux les pentes, et que tu passes mieux les cailloux, et que tu te... Bah, C'est il rentable. fallait cette masse corporelle en plus. Voilà. Et là, pour le coup, il faut se méfier de ce qu'on met derrière la masse. Est-ce que tu pourrais nous donner un ordre de grandeur, là, par exemple, sur mes soulevés de terre, sur ma Mm. semaine, tu as dit qu'il fallait 2 stimulations, Mm. donc 2 séances, combien de séries sur ma semaine et je devrais faire sur mon soulevé de terre typiquement, et Ouais, pour chaque série, combien de répétitions je devrais faire, ouais. et avec combien de répétitions potentiellement proches de l'échec, à l'échec, Eh euh, ben, je te donne un minimum pour moi, un minimum vital. J'aime bien les multiples de 3. 9, L'idéal, c'est de faire 12. 2 fois ou 3 fois par semaine, mais 2 fois, un truc qui fait 20-30 minutes. Il y aura un soulevé de terre et un autre exercice. Et ton soulevé de terre, tu feras 3 séries de 3 à 5 répétitions. Mais plus 3 que 5. Parce que 5, si tu en as 3 ou 4 en réserve, c'est plus de la force max. Donc,
voilà, 3 séries de 3, 3 fois par semaine, je pense que tu as déjà un très, très bon stimulus. Avec combien en réserve pour les 3? Ben, 2 max, tu vois? C'est-à-dire qu'il faut vraiment parce que voilà. Faut y aller, Mais hein. attention, hein, on met toujours l'astérisque et la note de bas de page après une habituation et de la progressivité. Bien sûr. Mais voilà, sûr. c'est 3 et c'est pas 5, hein, Et c'est 3 voilà, propres, hein. ah bah oui, c'est 3 et 5. En gros, si je t'emmène à la 5e, on n'est pas sûr de la pousser. Vincent, tu avais une dernière question pour conclure? Non, mais tu as répondu, JB, c'était sur la progressivité, tu vois, de s'exposer à de la force max, à partir du 5 RM, Ouais, ouais. c'est quand même, source ça peut être source de blessures, qu'est-ce que est-ce qu'il y a un travail, progressif d'hypertrophie, tu vois? Alors, pas forcément. Pour moi, c'est essentiellement un travail technique. Mmh. Mais la technique, ça passe par de la musculature. Donc, c'est là qu'il faut prendre quelqu'un de compétent. Il faut se payer une séance, ne serait-ce qu'une seule séance, d'1 heure avec un coach formé pour viser sa technique et être sûr d'avoir une sorte de brevet c'est comme le permis de conduire. C'est-à-dire qu'en gros, tu as ton brevet de squat, tu as ton brevet de soulevé de terre. Tant que ça, c'est pas là, oui, tu as des risques. Une fois que ça, c'est là, ben, tu vas pouvoir aller sereinement vers la force max. Il y a une énorme erreur que les gens font avec la muscu. C'est qu'ils regardent des mecs sur Instagram ou des filles sur Instagram soulever des masses énormes et ils se transfèrent ça à eux-mêmes en se disant, mais si moi je fais ça, mon corps il explose. Oui, mais non, tu feras pas ça en fait, parce que t'es pas fort. Donc, tout est toujours relatif. Donc, faut pas hésiter Ben, à, nickel. à se Faites former a techniquement avant d'envoyer. Voilà, faites attention, soyez progressif, je pense que vous l'avez bien compris. Ben, merci beaucoup. Tu as un dernier mot, JB, pour Non, finir? c'est le mot le plus important, c'est ça. Formez-vous avec quelqu'un de compétent, de formé, avant de voler de vos propres ailes en regardant des vidéos à droite à gauche. Eh bien, super, ben, on finira cet épisode sur ce bon sens. Ben, merci beaucoup, JB, pour cet épisode. Likez, mettez un petit commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Allez, nickel. Je me permets d'interrompre 20 secondes le podcast. Vous me connaissez, c'est Pam, je suis kiné passionné par les sports d'endurance, le trail, la course à pied et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai sorti mon premier livre. Donc ça va parler d'entraînement en course à pied, de nutrition, sommeil, comment s'entraîner, comment éviter les blessures. Donc j'espère que ça va vous intéresser, surtout qu'on a eu la chance de recevoir beaucoup d'invités dans 1000%. J'ai essayé de faire un gros résumé et de tout vous mettre à l'intérieur. Et pendant la période de prévente, vous avez un mois de coaching course à pied offert, que ce soit la course à pied plus le renfort. Donc pour cela, il suffit juste de m'envoyer la preuve de la prévente par message sur Instagram. Derrière, on fait un bilan et je vous envoie votre programme sur un mois de course à pied et de renforcement musculaire. Un grand merci en tout cas pour votre soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça prend 2 secondes mais ça nous aide énormément. Vous retrouverez tous les liens donc du livre et également de nos partenaires en description.